Salut les amis, c'est Isma. Bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne Lifestyle qui mélange pop culture et street culture. Aujourd'hui, on se retrouve pour le grand final de Kenobi, la série Disney+ dans l'univers de Star Wars, mini-série de 6 épisodes réalisée par Deborah Shaw. On vient enfin de conclure cette première saison. La saison 2 est officielle. On attend donc l'année prochaine ou peut-être 2 ans maximum pour avoir la suite. Mais en tout cas, là, on va voir tranquillement ce qui s'est passé dans ce final. Et il a été grandiose. Les amis, avant, message de routine, commente, like, partage, abonne-toi. Ça aide la chaîne à grandir et votre soutien me donne de la force pour continuer. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on attaque rapidement parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Cet épisode se passe, on va dire, sur 2 axes principaux. On a premièrement Tatooine avec la famille Lars qui reçoit la visite de Reva qui est en quête de vengeance et qui veut éliminer les enfants. Pour moi, elle ne sait pas c'est les enfants de qui, si c'est les enfants d'Anakin, d'Obi-Wan ou quoi. Elle sait juste qu'en tout cas, il y a des enfants liés à Obi-Wan parce que le message de Bail Organa ne précisait pas les Skywalker ou les enfants d'Anakin. En tout cas, elle est dans cette quête de vengeance. On ne sait même pas pourquoi vraiment. En tout cas, elle veut buter des enfants. On ne sait pas trop pourquoi. Vous en commentaire, si vous avez votre petite théorie ou votre petite justification. Disons que la justification, c'est un peu le mot-clé de cette saison. Il y a beaucoup de choses à justifier. Il y a beaucoup d'incohérences et d'explications à trouver. Mais en tout cas, là, pour ce cas de figure, Reva va à l'attaque des enfants d'Owen, enfin de l'enfant d'Owen, sans savoir vraiment de qui il s'agit. Ensuite, de l'autre côté, on a enfin la finalité entre Obi-Wan et Anakin. Voilà, ça vient s'ajouter au lore. C'est très intéressant, il y a vraiment de bonnes choses. Maintenant, ça remet en contexte, ça recontextualise tout ce qu'on pensait connaître de la période de la guerre noire, les 15 premières années de l'Empire. Et en l'occurrence, c'est pas ce qu'on s'attendait. Pour nous, avant d'avoir la série Kenobi, on pensait qu'il n'y avait jamais eu de rencontre. Ça, voilà, ça peut être débattu de plein de façons. La VF, la VO, c'est du second degré, le mot maître, apprenti. Enfin, il y a plein de choses à dire. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais voilà, on a la finalité entre Obi-Wan et Anakin à cette époque-là en tout cas. Donc, on va commencer avec les Lars parce que je sais pas, est-ce qu'on commence avec les Lars, est-ce qu'on commence avec les Kenobi ou est-ce qu'on fait ça point par point? Ce qui me vient un peu en tête, bon, on va voir freestyle. Alors, premièrement, j'ai envie de faire souligner un point. L'épisode commence avec des belles refs à la trilogie en ce qui concerne les plans et la musique. On a pas mal de plans un peu tournés comme on avait dans les 3 premiers opus de 77, 80 et 83, avec des énormes destroyers stellaires qui flottent dans le vide intersidéral, qui tirent les petits lasers sur des vaisseaux qui esquivent tout ça. Ça, c'est plutôt sympa. La musique est liée. On a même des plans avec Vador devant ses fenêtres de sa tour de contrôle, on va dire, des destroyers stellaires, qui dit, voilà, suivez ce vaisseau, tirez-leur dessus. J'ai jamais compris pourquoi les destroyers stellaires, ils n'avaient pas une puissance de feu suffisante pour détruire des navettes ou des petites corvettes comme ça. Mais voilà, en tout cas, on a ces plans, ces musiques. Même les musiques, on a les musiques, il me semble, qu'on a dans La Guerre des Étoiles, donc le 7, et aussi dans Le Retour du Jedi, le 9. Donc c'est cool, un vrai côté nostalgie. Franchement, ça fait plaisir. C'était des plans qu'on n'avait pas eu pour l'instant dans la série et qu'on n'avait même pas vu jusque-là dans le Mandalorian ou dans Boba Fett. Donc là, vraiment, un rappel à la trilogie dans la façon de filmer. C'était bien sympa. Moi, j'ai bien aimé. En fait, Obi-Wan, il est dans le vaisseau avec Roken, Leia et quelques survivants. Et en fait, ils n'ont plus d'hyperdrive et ils vont se faire détruire par le destroyer. Alors Obi-Wan, il prend la décision de quitter le vaisseau, de faire de son côté, parce qu'il sait que Vador va le suivre. Et c'est exactement ce qui va se passer. À ce moment-là, on a une petite phrase du grand inquisiteur qui dit « Maître, on devrait détruire ces gars ». Et Vador, il dit « Non, on s'en fout de ces gars, on suit Obi-Wan ». Et moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que l'inquisiteur, il est censé chasser les Jedi. Il n'a pas d'autre mission que ça. C'est pas un général de l'armée impériale, c'est pas un Stormtrooper. Alors pourquoi il se soucie des rebelles? Tu vois un Jedi, normalement, tu es focus sur le Jedi. Pourquoi c'est toi qui dis à Vador, ouais, maître, on ne devrait pas perdre cette ersatz de résistance? Donc on a vraiment, comme je le dis depuis 6 épisodes, les premiers prémices
de la résistance, de l'Alliance rebelle. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, je fais des avant-arrière, Rocken, donc Ocean Jackson Jr., Ice Cube, Obi-Wan et lui se séparent, se disent adieu à la fin de l'épisode. Enfin, même pas à la fin de l'épisode, à la fin de cette scène. Et il lui dit, ouais, continuez comme ça, c'est bien, je fais que m'échauffer. Donc, tu vois, qui va être vraiment à l'origine de quelque chose. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de le voir. Peut-être dans Andor, il sera encore là, je ne sais pas. En tout cas, je suis content de ce qui s'est passé. J'aurais aimé plus le voir, mais je suis content de ce qu'ils en ont fait et comment ils l'ont placé comme premier leader de l'Alliance rebelle. Alors Obi-Wan part de son côté, il fait ses pseudo-adieux à Leia à ce moment-là, parce qu'il n'est pas sûr de revenir, parce qu'il va affronter quand même son ami ennemi juré. Donc, au même moment, on a Reva qui débarque sur Tatooine. Elle cherche Owen, elle demande à des gens où est Owen, où est Owen. Un mec vient les prévenir. Owen, attention, l'inquisitrice, elle est avertie de où vous habitez, elle va débarquer. Et là, moi, je trouve que dans cet arc-là, dans cette partie-là de l'épisode, tout ce qui concerne Owen, Luke et Reva, on a beaucoup d'incohérences. Alors déjà, MDR, quand Owen il dit à Beru, ouais, elle arrive, oh, Beru, c'est Stallone. Beru, c'est G.I. Joe. C'est un soldat, c'est un guerrier, mon gars. Elle va ouvrir un petit placard secret, elle sort des flingues. Elle dit à son mari, ouais, on va se battre. Alors qu'Owen, il veut fuir, normal, la logique. Elle dit, non, on va se battre. Après, ouais, elle sort les flingues, elle se prépare. Tu vois qu'elle est en mode sniper un moment derrière une palissade et tout. Mais en fait, Beru, qui es-tu? T'es une ancienne... t'es qui? T'es une Navy Seals ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais pas vu comme ça. Après, tu me diras, l'ami, peut-être, si elle est comme ça explique pourquoi dans le 4, elle tire toujours la gueule. Moi, j'ai jamais compris dans le 4, j'ai jamais trouvé sympathique, antipathique au possible, l'actrice. Alors, Owen, dans le 4 non plus, il n'est pas super, voilà, c'est pas le mec le plus fun, tu vois, l'acteur qui l'interprète, mais Beru, elle tire la gueule. Alors, je me dis, voilà, elle a dû vivre le Vietnam, la guerre de je sais pas quoi et l'Indochine, tu vois, je sais pas. Non, mais je sais pas, mais en tout cas, elle tire une gueule dans le 4 et ouais, finalement, en fait, Beru, c'est un super soldat, mon gars. Donc voilà, j'ai pas aimé trop enfin, j'ai pas aimé. Ça m'a laissé pantois. Et pareil, Reva, finalement, elle débarque. Alors, Owen et Beru, ils tiennent tête à Reva, ça, j'ai pas compris non plus. Alors oui, elle est blessée, oui, ils ont la force de l'amour. La force de l'amour pour leur enfant, la protection, l'adrénaline. On peut se dépasser pour protéger son enfant. Mais là, quand même, elle peut éliminer des soldats par dizaines. Elle se bat contre des snow speeders. Enfin bref. Et là, Owen et Beru, ils lui font une résistance. Ouais, une facilité scénaristique quand même. Et alors, ça se finit avec Reva qui est sur le point d'assassiner Luke. En tout cas, voilà, bref, quand même, belle presta pour Harold Egerton, que j'aime beaucoup. Voilà. On va s'arrêter là pour l'axe Tatooine. On fera plus tard un petit retour sur Tatooine, quand il y aura le croisement des deux histoires. C'est vraiment plus intéressant ce qui se passe avec Obi-Wan et Anakin. Obi-Wan et Anakin, finalement, se retrouvent sur une planète. Obi-Wan a fui du vaisseau principal et comme prévu, le destroyer, il a changé de cap. Vador a dit « préparez mon vaisseau ». Et il est descendu rejoindre Obi-Wan pour l'affronter. Et là, vraiment, je pense que c'est ce qui donne cette super note de B à l'épisode. Un combat. Alors, ça ne vaut pas le combat de la revanche des Sith, mais on ne fera jamais aussi bien que le combat de la revanche des Sith. Il est trop épique, trop bien construit, trop réfléchi. Il a été amené avec 3 bons films, enfin 2 bons films. Je veux dire, c'est impossible de faire mieux. Mais pour une série qui doit découper son budget en 6 épisodes, qui doit travailler avec des FX voilà, de plus ou moins bonne qualité, tout ça, le combat il est relativement bien, c'est le meilleur qu'on ait eu dans les épisodes, rien à voir avec le combat de l'épisode 3. Là on a enfin un Obi-Wan au sommet de sa forme, on a le Obi-Wan Kenobi qu'on aime, posture de combat qu'on connaît, qu'il a l'habitude de faire, des super échanges, des super chorégraphies de combat. Les défauts qu'il y avait dans le 3 où on avait dit que les sabres laser, les FX, ils n'étaient pas au top. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Ils ont vraiment tout donné sur les effets spéciaux pendant ce combat-ci.
Et au final, le combat, il est magnifique jusqu'à ce moment où Obi-Wan, il prend le dessus. Après avoir eu un moment où il était sous les décombres, il revient, il reprend le dessus et il achève Vador de 1 en lui faisant tomber une pluie de rochers, comme ça, tu vois, magnifique. Il les soulève tous et papa, papa, papa. Enfin, c'était incroyable. Visuellement, c'était vraiment sympa. Et, euh, et aussi, il lui coupe le bras et il lui abîme le casque. Alors, de 1, on a la respiration du retour du Jedi quand Vador il s'est pris les éclairs. Ensuite, on a du Hayden Christensen derrière le masque avec un dialogue incroyable qui va vraiment rester, à mon avis, dans les mémoires, dans les annales et dans le lore. Ça a enfin apporté quelque chose, cette série. On a vraiment ce côté poignant parce que Anakin dit à Obi-Wan, Obi-Wan, c'est pas toi qui as tué Anakin, c'est moi, donc Vador. Il y a un travail de mise en scène qui est vraiment très cool parce que tu as vraiment l'impression que déjà Anakin est bipolaire ou schizophrène, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose à travailler. Je pense que je ferai aussi une vidéo là-dessus. Est-ce que Anakin, avant que tout tourne mal dans l'épisode 3, il avait des antécédents psychiatriques? Pas psychiatriques, mais des failles. Parce que là, vraiment, à un moment, tu vois qu'il parle bien à Obi-Wan, c'est le Anakin qu'on aimait, tu vois, c'est le bon Anakin. Et même à ce moment-là, la mise en scène, elle met plutôt un halo bleu du sabre d'Obi-Wan sur son visage. Et là, d'un coup, tu as plutôt le côté ténébreux d'Anakin qui revient, donc Vador, et il lui dit, je vais te faire la même chose que j'ai fait à Anakin Skywalker, tu vois. Et c'est magnifique. Et là, on a le halo rouge du sabre de Vador. À mon avis, et Obi-Wan qui est accablé de ce qu'il a fait, il se rend compte que peut-être sa formation, son exemple, sa présence auprès de Anakin, elle aurait pu être mieux, tu vois. Est-ce que, comme Absolute l'a dit dans une de ses vidéos, est-ce que si Qui-Gon était resté, Anakin aurait vrillé? On ne peut pas en être certain, tu vois. Mais je veux dire, Obi-Wan, il se rend bien compte de sa participation, tu vois, pas il est le premier affecté, parce que c'est quand même Anakin le premier affecté, mais il se rend compte qu'il a... Enfin, il s'en veut. Il s'en veut et c'est réel. Et là, à la fin, donc tu as 2-3 phrases qui sont cool parce qu'ils viennent raccorder avec le nouvel espoir. Tu as déjà t'as Vador qui dit « Ouais, nanani, mon maître ». Donc tu as encore ce côté... Voilà, avant tu étais le maître, l'apprenti, le grand débat de cette série, tu vois. Je sais que beaucoup de débats ont tourné autour de cette citation d'un nouvel espoir. Et déjà, il lui dit, ouais, maître, à un moment. Et on sait que l'empereur, à la fin de cet épisode, spoiler, enfin, petit avant, il va dire, c'est bon. L'empereur, il va dire, Vador, arrêtez avec Kenobi, concentrez-vous sur la galaxie, notre conquête, notre tyrannie, tout ça, tu vois. Donc déjà, tu as ce moment-là où tu as tout ça. Donc à partir de maintenant, on peut estimer que Vador, il va un peu décrocher de Kenobi. En tout cas, l'empereur lui somme de décrocher de Kenobi. Et tu as une autre phrase vraiment qui m'avait marqué, mais là je ne l'ai plus, désolé les amis. C'était une phrase, peut-être la dernière phrase qu'ils se disent. Ouais, Vador. Genre, Vador, tu es mort. Voilà, il lui dit, tu es mort. Et ça justifie pourquoi Obi-Wan vraiment va dire à Luke, dans Un Nouvel Espoir, ouais, l'homme de bien, non, dans le 5, dans l'Empire contre-attaque, l'homme de bien qui était ton père est mort, Vador l'a tué. Et là, tu as vraiment Anakin Vador qui dit ça à Obi-Wan. Il ne le sort pas de n'importe où, Obi-Wan, c'est vraiment une citation de Dark Vador. Enfin bref, vous avez vu l'épisode, vous savez à quel point c'était frissonnant, c'était prenant, c'était vraiment... Je pense, ce qu'on a eu de mieux dans les 6 épisodes. C'était vraiment très, très, très fort comme visuel et comme émotion et comme message véhiculé. Et ça raccorde avec le 4, donc c'est très, très cool. Le petit point négatif de cette scène, c'est juste, à la fin, Obi-Wan part. Obi-Wan, mais pourquoi, Obi-Wan, pourquoi est-ce que tu laisses Vador vivant? Alors, facilité scénaristique pour que le lore puisse continuer tel qu'on le connaît. Mais en réalité, c'est tellement con de laisser ton ennemi à moitié mort. En plus, tu sais qu'il peut appuyer sur un bouton et qu'une navette va venir le récupérer. Il a sa navette en plus, Enfin, il est déjà mort à moitié, c'est déjà un zombie technologique. Tu l'abandonnes comme ça, c'est vraiment bête. Mais on sait pourquoi. À ce moment-là,
Obi-Wan s'échappe avec la navette qu'il avait, avec le petit vaisseau qu'il avait. Et là, il sent les méandres, il sent le danger pour Luke. Alors, bim, il va sur Tatooine. Le problème, il est encore là. Oh, qu'est-ce qui se passe? La distance entre Tatooine et la planète où ils se sont affrontés, c'est Marseille et La Ciotat ou quoi? Comment ça se fait qu'en 5 minutes, il y est? Non, mais vas-y, une demi-heure. Oh, je veux bien, t'as l'hyper vitesse, tout ça. Mais avant, quand il y avait l'hyper vitesse, tu avais l'impression qu'il y avait, je sais pas, 3, 4, 5 heures selon la distance dans la galaxie qui séparait les deux mondes. Là, tu as vraiment des. Alors, oui, c'est encore une fois pour que la dynamique de l'épisode soit rapide et pour que ça soit cohérent. Mais j'aurais préféré, genre, qu'il arrive le lendemain et que Owen dit, ouais, Reva finalement n'a pas assassiné Luke. Enfin, ils auraient pu faire différent parce que là, c'est impossible qu'en une demi-heure, il soit monté dans son vaisseau, il soit passé en orbite, qu'il ait pris la vitesse lumière, qu'il soit redescendu sur Tatooine. Enfin, je sais pas, ça m'a laissé pantois. Le mot pantois est régulièrement utilisé dans cette vidéo. Toutefois, ça se finit avec un échange entre Obi-Wan et Reva. Donc Reva n'a pas pu tuer Luke parce qu'elle s'est souvenue des novices, le bien, nanani, nanana. Alors premièrement, tu n'aurais pas pu faire ça avant pour pas tuer tous les gens que tu as tués. Bon, tant mieux, déjà, Luke n'est pas mort. Bon, c'est pas comme si vraiment c'est surprenant. Obi-Wan quitte encore une fois Tatooine. Bah, c'est quand il veut qu'il protège Luke. Hein. Il va dire au revoir à Leia. Donc il y a un super échange entre Bail et Obi-Wan, ça j'ai bien aimé. Voilà, ils se font un câlin, ils discutent, tout ça. L'Empire devient sombre et ténébreux. Et en même temps, tu as le dernier... avant le Nouvel Espoir, tu as le dernier échange entre Leia et Obi-Wan. D'ailleurs, Leia s'habille plus en soldat, petite bottine, ceinture avec le holster vide, la coupe qui va devenir la coupe à Leila, à Carrie Fisher qu'on connaît dans le 4. Voilà, c'est pas mal, ça construit la suite. Et surtout, ça se finit avec Obi-Wan qui parle de ses deux parents à Leia. Donc peut-être que elle a que 10 ans, jusqu'à l'Empire contre-attaque, où il y a cette fameuse scène où Carrie Fisher parle à Luke de sa mère. Vous vous souvenez de ma mère? Oui, elle était douce, nanani, nanana. Tu sais, peut-être des fois, comme j'ai déjà essayé de justifier, tu accumules des souvenirs, tu mélanges, tu les ressors, tu sais pas si c'est on te l'a dit ou des vrais souvenirs, tellement qu'on te l'a répété, ou peut-être il y a des choses qui sont fortes en toi, et tu y crois, tu en es certain, tu vois ce que je veux dire? On a peut-être ce genre de choses. En tout cas, le fait qu'il lui décrive sa mère, ça va l'aider à construire une image mentale dont elle va se servir pour parler de sa mère dans l'Empire contre-attaque. Voilà. Finalement, Obi retourne sur Tatooine, il parle avec Owen, il quitte la grotte, il se rhabille en Jedi, il a un échange avec Luke, il lui dit « Salut mon garçon », un peu comme le vieil... ou un truc comme ça, un peu comme aurait pu le dire le vieil Obi-Wan dans le Nouvel Espoir. On sait qu'il va aller vivre dans sa maison qu'on connaît dans le 4. Et sur la route, enfin, la cerise sur le gâteau, le bonus, Qui-Gon Jinn, Liam Neeson, voilà, on l'a enfin. Donc, par contre, là, ils ont retcon ce qu'ils avaient dit dans un comics ou un animé, je ne sais plus c'était quoi, comme quoi Qui-Gon n'avait pas fini sa formation, il ne pouvait pas apparaître physiquement. Bah, les gars, ils vous ont chié à la gueule, hein, ceux qui aiment. Moi, j'ai jamais aimé cette idée. Pour moi, Qui-Gon, il pouvait apparaître en fantôme de la Force. C'est juste qu'il avait autre chose à foutre ou qu'il n'avait pas envie, ou enfin, je sais pas. Mais en tout cas, là, il est là. Liam Neeson, Qui-Gon Jinn en CGI, voilà. Tout comme on a Vador sur le trône à Mustafar, qui parle avec l'empereur. On a chacun de nos deux héros qui parlent à leur référent direct, l'empereur et Qui-Gon, pour que la suite de la destinée de la galaxie se mette en place. Franchement, c'est vraiment cool. On a une belle ouverture. La saison 2, je ne sais pas vers quoi elle va aller, ce n'est pas le moment des théories. Les amis, on fera un épisode bilan. 1 heure, 2 heures de bilan, voilà, avec des invités, avec un set Lego. On va essayer de mettre ça en place d'ici 1 semaine ou 2 max. On va parler de toute la saison 1, tous les points forts, tous les points faibles. Voilà les amis. En tout cas, dites-moi en commentaire votre note. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Est-ce que les 2 épisodes du final ont remonté la note pour vous? Voilà les amis, on se quitte. Moi, en tout cas, je suis satisfait. C'est une belle note de B
pour cette série. Avec les 2 épisodes du milieu, voilà, ça a pris un petit B. Ça aurait pu être B+, mais on va être plus sur B. C'est pas catastrophique, c'est pas incroyable. Mais en tout cas, ça a fait le taf, ça a apporté des belles choses quand même. Ça nous a apporté du Ewan McGregor et du Hayden Christensen aujourd'hui en 2022. Donc moi, je suis satisfait, voilà. Il faut savoir aussi prendre les bonnes choses et pas que être dans le trash talk. Les amis, on se quitte là. Prenez soin de vous. C'était Isma pour ce qui me fait kiffer. Bye.